Quiz Trip Track de façon plus globale et générale qu'habituellement. Nous n'allons pas parler de collection, d'un titre en particulier, ni même d'ailleurs d'un auteur, mais en l'occurrence plutôt d'une gamme, d'un studio. D'un label. D'un label, oui, mais alors en l'occurrence, on dit label, Ron? Bah, Ça s'appelle ouais, label 619. Label 619, ouais, en vérité, c'est une collection. C'est une collection. Mais j'ai emprunté le mot label aux labels musicaux. D'accord. Je trouvais ça intéressant. D'accord. Label 619, mesdames et messieurs, c'était Ron, celui qui répondait à la question. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de te retrouver avec Merci nous. de m'avoir invité. Et puis, en l'occurrence, on a notre petit spécialiste, lui, des labels collections Zenco, monsieur Christophe. Salutations, Christophe. Salut à tous. Salutations, spécialiste ne te plaît pas peut-être? Si, non, mais c'est petit. Ah, c'est petit. Ça y est, ok, Non, d'accord. parce que Ok. chacun a 1m87. D'accord, ok, d'accord. Autant pour moi. Mesdames et messieurs, le label 619, quand est-il né d'ailleurs? Alors, j'ai toujours eu des problèmes avec les dates. Donc, on va dire il y a longtemps. Il me semble que c'était 2007. Une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Une Ouais. dizaine d'années. C'est le premier titre, parce que moi j'ai découvert Label 119 avec Freakskies. Est-ce que c'est le cas? Non. Non. Le, Bon, j'en avais raté, tout alors. premier titre estampillé Label 619, c'était un manga qui s'appelle The Bazer, dessiné par Rafshan et scénarisé par Rafshan aussi d'ailleurs. Et tu vois, moi j'étais là déjà depuis plus d'un an chez Ankama Édition. Et le tome 1 de Pardon. Mutafukaz et le tome 2 de Mutafukaz n'ont même pas le label. n'ont Tu étais pas en la- tant qu'auteur les premiers. ou tu avais aussi des responsabilités au Alors, sein de la structure? Pas tout à fait. Il n'y a jamais rien eu d'officiel, en tout cas au début. Moi, quand je suis arrivé chez Ankama Édition, c'était pas une maison d'édition, justement. Ouais. Paradoxalement, c'était une maison qui faisait des jeux vidéo. Tot avait la volonté de créer une maison d'édition qui n'existait pas stricto sensus. C'est-à-dire, il avait déjà publié le premier manga Dofus, le premier artbook Dofus, et c'était en vente en ligne pour les fans. Et voilà. Mais il avait la volonté de créer une vraie maison d'édition. Alors pourquoi parle-t-on de Ankama? En l'occurrence, parce que dans la petite nébuleuse Ankama, il y a Ankama Édition. Et dans Ankama Édition, si j'ai bien compris comme on me l'a expliqué, il y a Label 619. Donc c'est aussi. Enfin, il y a Ankama Édition et Label 619. Donc, c'est aussi pour ça que nous parlons d'Ankama. Et Todd, parce qu'il est directeur artistique et un des membres fondateurs de Ankama et donc de tout ce qu'il y a un petit peu ici. Quand est-ce que tu prends… Parce que tu es maintenant, là pour le coup, tu parlais de titre. Maintenant, le titre est officiel. Tu es directeur de… Collection. Collection. Directeur Après, pour il y a- Label 619. Après, il n'y a pas Ankama Édition et Label 619. Il y a Ankama Édition Au sein? dans lequel il y a Label 619. D'accord. Oui. Ok. C'est D'accord. pas deux choses complètement différentes. Et oui, officiellement, maintenant, je suis directeur de collection. Alors au début, ça a commencé par une demande de Todd de lui donner un coup de main. C'était ça, pour monter la maison d'édition. Vu que j'étais son premier auteur hors univers Dofus, Voilà, hors Crosspose. déjà, il y a deux choses. Premièrement, ça a envoyé un signal aux distributeurs de bouquins. C'est toujours la même histoire, hein, les distributeurs, que ce soit pour le film ou pour l'édition, on traverse les mêmes choses. Ça a envoyé un signal aux distributeurs que Ankama avait la volonté de devenir une vraie maison d'édition, c'est-à-dire de publier des auteurs. Parce que jusqu'à présent, ils considéraient qu'Ankama était une boîte de jeux vidéo et qu'il ne faisait que du produit dérivé de jeux vidéo. Le fait de m'avoir signé et de sortir Mutafukaz, ça envoyait le signal que avait autre chose, il y avait une autre nouvelle chose création. qui était en train de se faire. Et voilà. Et il se trouve qu'à l'époque, donc on n'avait pas. Moi, quand j'ai sorti le premier tome de Mutafukaz au sein d'Ankama Édition, il n'y avait pas encore de distributeur. Et c'est notre commercial qui a, avec le système D, hein, tu vois, qui a appelé les libraires et qui a placé des BD. Et il se trouve que on a été coup de cœur. Mutafukaz tome 1 a été coup de cœur de la Fnac. Et là, ça a précipité le. C'est très bien vendu parce que moi j'ai vu des chiffres sur internet, on parle de 145 000 exemplaires hein, pour, Ah ouais, la série. Hein. pour Mutafukaz, voilà. Ouais. Donc, c'est quand même énorme. Ouais. Pour 5 tomes, C'est bien. c'est un gros succès de C'est bien, librairie. c'est bien. En l'occurrence, du coup, Donc après c'est devenu. l'édition. Voilà. Là, c'est devenu. celle-là, elle est 619. Voilà. Celle-là, ouais. La totale. Ouais. Elle sert de gilet pare-balles en plus. Et Un cœur en béton. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc là, toi, tu es dans la structure en tant qu'auteur. Oui. Tu donnes un coup de main. Donc c'est toi qui crée le label. Alors, il y a deux choses. Il y a Tot qui continuait à signer des auteurs et moi, j'apportais à ma manière ma pierre à l'édifice. Tes C'est-à-dire propres que projets. je rencontrais des auteurs, je leur disais, bah, ok, venez.
Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était un peu trop éclectique au niveau des choix. Et De l'ensemble de de Ankama l'ensemble, Édition. c'est-à-dire qu'Ankama Édition, c'était à la fois du preschool, de l'ado, du jeune adulte. Et vous savez sans doute mieux que moi, la ligne éditoriale, c'est super Voilà. important. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on cible, c'est un gros mot, marketing, mais il faut qu'on s'adresse à des lecteurs potentiels au bout du tuyau. Politique éditoriale est bien aussi. Hein. Mais bien sûr, en plus, moi je dis, il se trouve que c'est un gros mot, mais pour moi, c'est pas un gros mot, c'est juste quelque chose de logique, si Oui, on veut. surtout dans l'univers dans lequel, parce que- dans le monde Voilà, dans c'est lequel ça. on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas vraiment faire cohabiter Doggy Bag. tu vois, Doggy Bags avec le manga Dofus, tu vois. Non, puis même le lecteur, s'il sait qu'il y a une politique éditoriale pour un label spécifique avec un éditeur qui fait ses propres choix, ça signifie qu'il sait à peu près s'il est Ouais, en bien phase sûr. avec Exactement. avec les choix. Même s'il ne sait pas qui est l'éditeur, même s'il ne s'en rend pas totalement compte, Bien sûr. tous les grosses maisons d'édition ont des collections. Et les collections, ça signifie que voilà, je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Et c'est le but. C'est le Et but. grosso modo, quand je suis dedans, tout ce Je vais qui va chercher. s'intéresser, tout ce qui va s'intéresser à sa collection, déjà, je vais la regarder un peu en priorité. C'est ce Bien qu'on sûr. appelle un filtre, parce que quand il y a beaucoup de sorties, on a besoin de filtrer un petit peu pour savoir, parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à tout. Ça fait partie de ce qu'on fait aussi dans le domaine du jeu par rapport à Trick Track. Et en l'occurrence, ben voilà, le fait de, entre guillemets, avoir éclairci, me semble-t-il, les choses par rapport à Label 619. Mais alors du coup, éclairci dans quel sens? Ça veut dire que Ce sont tes choix éditoriaux. Voilà, par rapport aux choix C'est des choix éditoriaux, ces choix-là, ils sont quoi? Décalés, on s'en fout s'il y a de la violence, gore, enfin, C'est coup de cœur. Je veux dire, c'est vraiment coup de cœur. C'est de toute façon un univers urbain, ouais. quasi toujours, contemporain, plutôt orienté jeune adulte. Voilà. Ensuite, par exemple, moi je sais qu'avec Mathieu Bablé, qui a commencé à signer sa première BD chez nous, chez Ankama Édition, Shangri-La. au sein du label 619, c'était La Belle officiel. Mort. C'était La Belle Mort, la toute première BD, qui était un truc un oui, petit peu un d'accord. récit post-apo. Ah oui, très bien. Avec des insectes géants, bon Ouais, bref. ouais. Voilà, on était carrément dedans. Son second titre, qui s'appelait Adrasté, là il se trouve que c'était plus fantasy, et clairement ça rentrait pas dans le label 619. Donc là, sur Adrasté par exemple, il était chez Ankama Édition, je veux dire, voilà. Classique. Donc c'est pas tant, parce que des fois le mot label peut laisser Oui, entendre aux entendre. gens que c'est qualitatif. C'est pas qualitatif, c'est un état d'esprit. Oui. Oui. Mais c'est On quelque retrouve, part, il y a hein. aussi à part justement, certains titres comme le Comme dernier, Shangri-La. mais aussi il y a quelque chose qui est un peu récurrent dans la Label 619, c'est que c'est du format comics, aussi format souple. Pas grands albums, plutôt albums, tu vois, voilà, on est dans du format comics. Alors c'est peut-être pas volontaire. On s'adapte en fait, parce que regarde Shangri-La par Oui, exemple. mais ça il fait est un peu des- particulier. Ça fait un des Ouais, particuliers, c'est clair, hein. mais on va dire qu'au départ, moi quand j'ai vu les premiers 619, c'est ça, The Grocery, Tank Girl, donc Fritz. Moutazou. Et Doggy Bags, on est effectivement dans un format qui est quand même, qui était du format comics d'ailleurs, hein, c'était Ouais. marqué dessus. Ouais, d'ailleurs, en fait, ça vient de plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, j'avais quand même plutôt galéré à trouver un éditeur. Ouais. Ouais. C'est même par le plus grand des hasards que je suis tombé sur Tot, qui avait la volonté de créer une maison d'édition. Donc voilà. Mais moi, quand j'allais voir les autres éditeurs, j'avais déjà une idée, entre guillemets. En fait, j'avais déjà envie. Je trouvais que l'univers de la BD franco-belge était un peu vieillissant, un peu poussiéreux, et j'avais déjà une volonté de mettre un coup de pied dans le cul de la BD, tout en faisant de la BD. Sauf que les éditeurs me voyant arriver, enfin voilà, il y avait quand même un système qui était établi. Mhm. Les mecs, ils n'avaient pas forcément envie de bouger le truc, et surtout, ils se disaient mais c'est qui ce mec C'est qui ce petit con là le mec, il a rien fait, il a des exigences de taulier. J'étais en mode mais non, mais en fait, il faudrait faire plutôt du 128 parce que maintenant les gens avec les intégrales de comics, ils n'en ont plus rien à faire des BD 48 pages à la papa machin et tout. Du coup, J'aime bien, moi, c'est 48 moyen pages. passé. Et là, l'avantage, c'est qu'Anthony, donc Tot, me donnait carte blanche totale. C'est-à-dire, il m'a dit, écoute, fais ton truc. Lui, il était plutôt d'accord avec moi. Donc, quand j'ai pris les manettes du label 619,
je me suis dit, tous les gens qui sont dans cette dynamique-là, parce qu'il y en avait, je savais. Bien sûr, oui, moi, au début, je pensais juste que, on retrouve pas ça en librairie parce qu'il n'y a pas de mecs qui proposent ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs qui ne demandaient pas mieux que proposer des choses différentes, mais qu'en fait, ils se retrouvaient la porte fermée au nez. Du coup, quand on a sorti le tome 1 de Tafka, ça fait une espèce d'appel d'air. Il y a Florent Maudou qui a envoyé un mail directement. Il y a plein d'auteurs qui sont arrivés comme ça au fur et à mesure. Et nous, en gros, on a fait un cheval de Troie dans l'édition française. Tu vois. Donc, moi qui avais la culture de la porte fermée au nez, ce que j'ai fait, j'ai tendu les mains et j'ai dit on y va, les gars. On y va. D'accord. Okay. Et du coup, encore une fois, je leur dis, c'était une volonté de mettre un coup de pied au cul de la BD, tout en faisant de la BD. Alors, là, tu vois le rôle d'éditeur. Enfin, tu as un rôle d'éditeur, mais en ayant aussi un passif auteur. Oui. Donc, du coup, est-ce que tu t'impliques plus qu'un éditeur, enfin, sachant que certains éditeurs de collection, honnêtement, ils font un vrai boulot éditorial. Ils font un vrai, mais c'est pas toujours d'ailleurs bien vécu par certains auteurs. Donc, comment est-ce que toi, comment est-ce que le label 619 les projets que tu édites, parce que là, tu es en tant qu'éditeur. Alors, je m'implique beaucoup. Après, tout dépend aussi des projets, tout dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui sont plus débutants, il y a des auteurs qui sont plus confirmés. Il y a une espèce comme ça de flux qui circule où chacun apprend aussi des autres. Voilà. D'accord. Moi, parfois, je me considère presque comme une sage-femme. C'est-à-dire, je fais en sorte que tout se passe pour le mieux. Pour l'accouchement. Pour l'accouchement, exactement. Ça passe beaucoup par les discussions. Un coup de forceps de temps en temps. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a aussi parfois de la réécriture, toujours en accord avec les auteurs. C'est-à-dire que je peux faire de la réécriture et je leur propose. Et c'est eux qui décident si oui ou non. Si vraiment, objectivement, il y a un vrai souci, on va discuter jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Si c'est subjectif, en général, je ne touche pas. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai problème de narration ou quoi. Dans les textes, de temps en temps, effectivement, on peut discuter parce qu'il y a certains auteurs qui sont peut-être plus ou moins à l'aise avec les dialogues. Mais tout ça se fait vraiment dans une espèce de confiance. L'avantage que je sois auteur aussi, c'est que les mecs ne sont pas en conflit avec moi. Ils savent très bien que si je dis ça, c'est pour l'intérêt du projet et non pas pour une histoire d'ego et encore moins pour une histoire de pognon. C'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance. Alors malgré tout, sans forcément aller dans le pognon, mais Label 619, t'es pas tout seul. Vous êtes combien maintenant? Ça a grandi. Alors, le cœur du noyau, alors on ne parle pas des auteurs, on est d'accord? Non, on parle pas des auteurs, de l'équipe. Moi, je suis directeur de collection et il y a 2 directeurs artistiques. On est tous multicasquettes, parce qu'on est tous directeurs artistiques, on est tous maquettistes. C'est quoi un petit peu la différence entre directeur de collection et directeur artistique? Directeur artistique, c'est directeur de collection, on va dire que c'est le fond, et le directeur artistique, c'est la forme. D'accord. Voilà. Moi, je bosse énormément avec Yuck, c'est un mec que je connais depuis 20 ans. Que vous avez croisé en Kama. Pour le reportage. On n'a presque plus besoin de se parler. C'est-à-dire qu'on voit le projet arriver, on sait déjà ce qu'il faut. Aussi, travailler tel point, développer telle autre chose. Non, je ne parle pas pour le fond. Le fond, en général, je m'occupe. Quel format, sous quel format le format, en général, on le décide avec l'auteur, mais c'est plutôt par exemple, là, sur la charte graphique de Guy Bags, c'est Yuck qui fait ces trucs-là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait une espèce de cohérence dans la collection. Et voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on définit avec Yuck. Et comme on est sur la même culture, on a les mêmes références culturelles et pop culture et tout ce qu'on veut. En plus, beaucoup des années 50, et tu vois, de tout ce qui est pulp américain. Voilà, l'information circule et lui fait les chartes graphiques. Voilà, mais tout se passe encore une fois dans une espèce d'organisation plutôt organique. Donc le noyau dur du label 619, c'est Yuck, Tony et moi. Ensuite, il y a heureusement des gens plus carrés pour tout ce qui est planning et compagnie, qui sont Dorothée et Charlotte, là pour le coup. Parce que moi en général, comme je suis moi-même auteur, et si les mecs ils me disent j'ai besoin de 2 mois de plus pour finir un BD, je lui dis mec, il n'y a pas de problème. Là où on me dit attends, non, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, tu vois, c'est pas ce qu'on a dit à Média Participation et tout. Donc voilà, en gros, c'est. Des fois, j'utilise cette image, mais je parle de. J'ai l'impression qu'on fait du fanzina avec des moyens industriels. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'état d'esprit, on est très… La liberté, tu veux dire? Alors, la liberté, on reste… La liberté, elle est totale dans le sens où moi, quand
quand je choisis un auteur et quand je choisis un projet, je ne le choisis pas pour le brider, quoi. C'est-à-dire, vas-y mec, exprime-toi. On est tous conscients de ce qu'on fait, donc ça partira jamais dans des trucs obvious, dégueulasses, gore gratuitement, enfin tu vois ce que je veux dire. On est tous dans une même dynamique, on est tous plus ou moins dans les mêmes références. Après, tu vois, ça varie entre Shangri-La, Grosserie. Oui. Bon. Mais globalement, il y a vraiment une confiance entre nous. Et voilà, après, on reste dans une entreprise avec quand même des contraintes financières. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des gens aussi, des fois de l'extérieur, ils ont l'impression qu'on est une bande de bikers, se bourre la gueule toute la journée et tout. Non, ah bon, c'est pas ça. Tiens, ça reste du travail. Et mais sans déconner, hein, des fois c'est l'image que les gens ont de l'extérieur, tu vois, sans nous connaître, juste la gueule. Oui, bah oui, parce que il y a de la violence, il y a ce côté un peu punk, un peu pulp, un peu machin, mais c'est du travail, c'est du vrai travail, du vrai accompagnement d'auteur. Ça signifie qu'il y a une cohérence. Bien sûr. Oui, mais certainement. Mais alors justement, cohérence pour moi, c'est le maître mot. Hein. Mais justement, j'allais poser la question. Cohérence par rapport à quoi? Un côté artistique, un message? Alors, tu as déjà un peu répondu, puisque visiblement, l'envie de départ était un peu de botter le cul du classique. Ouais, gentiment. Comme ça. On n'est pas en rupture non plus, on est dans une continuité en fait. Tu vois, de permettre des formats qui actuellement n'étaient pas. De faire bouger les lignes en fait. Voilà. De faire bouger les lignes. Et en plus, donc la cohérence, elle est là. Moi, ce que je trouvais avec Moutafkaz, le problème principal que j'avais, c'est que quand je tapais à la porte des éditions plus mainstream, on me disait ton truc il est trop underground. Quand j'allais taper à la porte des maisons underground, ils me disaient ton truc il est pas assez underground, il est trop mainstream. Donc à un moment donné, je me suis dit bon bah ok, c'est bizarre parce qu'aux États-Unis ils n'ont pas ce problème. Donc voilà. Après quand je me suis retrouvé aux manettes, j'ai dit bon bah c'est tout. Apparemment il y a une place à prendre là et puis un angle mort comme dirait Fall. Et en plus c'est même pas même pas quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se situent dans cette dynamique, qui ont des problématiques. Par exemple, Florent Maudou, quand il était en contact avec Delcourt, les mecs ils lui disaient non, tu vas bosser avec un scénariste parce que c'est comme ça qu'on commence. Moi, à un moment donné, quand j'ai tapé chez des éditeurs classiques, c'est pareil. Le mec il me disait non, de toute façon, tu commences avec un scénariste. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est possible maison. Et bien sûr, bien sûr. Et je te jure, et des fois, et je me rappelle de ce mec en particulier, et pendant qu'il me parle, il regarde quand même rapidement ce que je fais, et il lit 2 bulles, et il dit mais c'est toi qui as écrit ça? Je dis ouais, c'est pas mal quand même, il en lit une 3e, une 4e, il tourne les pages, il lit, je vois qu'il se dit ouais quand même, puis il fait de toute façon il faut bosser avec un scénariste. Ouais, c'est comme ça quoi. Parce qu'ils ont plein de scénaristes qui ont des projets et ils cherchent des dessinateurs. Hein. Oui, il faut savoir aussi il y a peut-être des réalités derrière, mais ce qu'exprime Run, c'est que si je comprends bien, il y avait de la place pour faire autrement. Ouais, et puis surtout que moi, à la base, en plus, le pire, c'est que j'étais OK pour ça. Je dis, bah OK, donc s'il faut commencer par là, commençons par là. Mais en plus, ça n'aboutissait jamais. D'accord, oui, OK. Donc, autre petit point, est-ce que, là, éventuellement, on va conclure là-dessus, il y a un moment où bousculer les lignes devient mainstream. Est-ce que tu l'as déjà envisagé? Est-ce que cette façon de faire, tout d'un coup, aura du succès, ça devient une grosse boîte, et puis du coup, on s'installe, et puis du coup, peut-être que est-ce que tu t'imagines dans 10 ans en train de dire à quelqu'un, mais non, mais mon gars, non, faut que tu vires ton scénariste, c'est pas comme ça, si tu as envie de t'exprimer, vas-y mec, exprime-toi. Mais en fait, en le disant de la même façon que quelqu'un t'aura dit, mais non, mais il faut démarrer avec 619 grosses structures, j'ai du mal à y croire déjà. D'accord. Mais je pense qu'on arrêtera avant. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est quand même d'être dans une dynamique d'essayer du moins de se réinventer perpétuellement. Par exemple, quand on a sorti Poutamadré en format 32 pages, personne ne nous attendait là, quoi. On était plutôt dans une dynamique d'avoir de plus en plus des grosses paginations. Et d'un coup, on se raboule avec un 32 pages qui sort tous les mois. Tu vois. Donc, l'idée, c'est, par exemple, Doggy Bags, quand j'ai senti qu'on était potentiellement en train de ronronner, on était bien, hein. Franchement, moi j'aurais pu encore continuer longtemps, je kiffe de ouf Doggy Bags, mais je me suis dit, peut-être que ça serait bien de s'arrêter là. Ça s'installe, ça s'installe trop. Ça s'installe, Et tu penses que tu gardes, comme tu dis, le jour où tu as pu ça, le fait de toujours se réinventer, tu lâcheras? Je lâcherai. De toute façon, de temps en temps, j'y réfléchis. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je continue encore quelques années. Je me laisse porter. Il faut vraiment que moi, ma motivation, il y a des gens, la motivation, c'est le pouvoir. Il y a des gens, leur motivation, c'est l'argent. Moi, la motivation, c'est le kiff. Si demain, il n'y a plus le kiff,
je préfère arrêter. Tu vois. Clairement, c'est vraiment ça. Et c'est l'idée de laisser notre empreinte à tous en se disant, bah voilà, ça aurait été, on aura fait ça, on l'aura fait et c'est cool. Ok. Christophe? C'était bon, très bien. Ron? Très bien. Eh bien écoute, on n'a plus qu'à annoncer que Sir Germain étant ravi et d'emblée prêt à faire un petit peu de strip track aussi, il nous a promis un strip… Mais non Germain, ne t'énerve pas, tout va bien, tout va bien. Il est stressé, hein. Il nous a promis un strip track Tank Girl. En l'occurrence, je vais essayer de négocier… On va me voir arriver avec les gros sabots. Je vais essayer de négocier un exemplaire presse du jeu de rôle Friskies et puis on fera un petit peu de ça. On fera un petit strip track autour de ça aussi. Allô Charlotte. Ouais, t'as entendu. Il y a du doggy bag derrière, ne vous inquiétez pas, Shangri-La ça arrive parce que visiblement, en tout cas dans la Trick Track Team, y compris avec Christophe, que j'intègre bien évidemment, tu le sais, on s'est pris d'affection. La dernière de Strip Track d'ailleurs a été sur The Grocery. Oui, on en a fait un. Ça, elle a pris un kiff aussi il était surpris, sur le coup de pied au cul qu'il y avait. Lui, il ne s'attendait pas, quand il a vu le graphisme, il ne s'attendait pas à une telle violence. Il ne s'attendait pas à ce que ça c'est ce qui m'a motivé justement dans le choix de ce titre. Ouais. Non, il est très fort. Donc du coup, voilà, Label 619, maintenant vous savez un petit peu d'où ça vient, vous savez un petit peu où ça va, vous savez un petit peu qui le fait, ou en tout cas à travers ce que Ron vous en a expliqué. Il y a d'autres personnes que vous verrez certainement dans le petit reportage que nous avons consacré à l'ensemble Ankama sur Trick Track. Et en attendant, merci à Germain, merci à Florian de nous avoir mis en contact et merci à Ron de nous avoir donné ce temps-là. Merci vraiment. Cool. Christophe, tu reviens quand tu veux? Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Allez, dans pas longtemps, à ciao. Bonne lecture. Je suis à moitié avachi sur la table.